N'avez-vous jamais trouvé étrange qu'à certaines époques, une poignée d'esprits semble déchiffrer la réalité comme on retourne une carte, tandis que la majorité regarde la même scène sans rien voir d'important? Il existe une façon d'utiliser l'esprit qui ne se contente pas d'ajouter un peu de vitesse au moteur, elle change la manière même de conduire. Une méthode discrète, chuchotée, parfois caricaturée, rarement transmise avec sérieux. Elle ne promet pas seulement de comprendre plus, elle promet de voir différemment. Et lorsque l'on commence à voir différemment, le monde ne peut plus être le même. Le quotidien, lui, raconte une autre histoire. Le regard tombe sur l'écran avant même le café du matin. La main défile encore, et l'esprit grignote des miettes d'informations comme s'il picorait à l'infini. 2 pages d'un livre, et déjà la mémoire patine. Une réunion, puis une autre, des tâches dont la logique s'use, un cerveau qui tourne sans jamais chauffer. Chacun a connu ce sentiment d'opacité, cette impression de regarder la vie derrière une vitre embuée. Non pas par manque de volonté, mais faute d'avoir reçu le mode d'emploi de ce qui se trouve entre les tempes. Machiavel aurait dit que le premier devoir d'un esprit lucide est de traiter le réel comme le réel, non comme un rêve réconfortant, voir, sans phare, ce qui est. Or, la manière dont la majorité a été formée n'incite pas à voir, elle incite à se rappeler, à se conformer, à dérouler la bonne réponse prévue par quelqu'un d'autre. Les institutions, dans leur inertie, produisent des exécutants plus facilement que des inventeurs, et pourtant, l'histoire ne retient que les inventeurs, ceux qui déplacent la frontière de l'imaginable. On a répété que l'intelligence serait un don, fixe, tombé du ciel, qu'il existerait des élus et en creux des gens moyens condamnés à l'être. La réalité est plus âpre, et donc plus encourageante. L'intelligence est en grande part une manière de s'y prendre. Les esprits que l'on célèbre n'ont pas seulement accumulé des faits, ils ont cultivé une façon d'enchaîner des visions. La différence n'est pas dans le stock, mais dans la machinerie. Ne s'agit-il pas, dès lors, de comprendre la machinerie et de l'entraîner ? Pourquoi cette manière d'entraîner l'esprit n'est-elle pas un standard enseigné partout? La réponse est peu romanesque et terriblement humaine. Un esprit qui observe, qui relit, qui conteste est moins commode. Il résiste à la paresse des idées reçues. Il lit les lignes et les interlignes. Machiavel aurait noté que celui qui gouverne préfère des sujets prévisibles. Dans le monde moderne, les organisations préfèrent des collaborateurs interchangeables. Or, la pensée vive n'est jamais interchangeable. Elle tranche, elle compare, elle dérange. Cela demande plus de courage de la part de ceux qui la possèdent et plus de confiance de la part de ceux qui la côtoient. Pour dépasser la rumeur et l'intimidation, il faut un socle solide. Le socle est simple. Le cerveau se reconfigure lorsqu'on l'expose à des usages exigeants et cohérents. La visualisation active recrute presque les mêmes réseaux que l'expérience réelle. L'attention soutenue s'éduque comme un muscle. La mémoire de travail se développe lorsqu'on la met sous contrainte progressive. Rien de mystique, du travail, mais un travail bien orienté. À ce stade, une histoire aide à fixer les idées. Imaginons Lina, 32 ans, comptable rigoureuse, journée pleine de tableaux, soirée pleine de fatigue. Rien de pathétique, rien d'héroïque non plus. Un soir, elle tombe sur une discussion où l'on explique, sans effets spéciaux, comment bâtir un esprit plus visuel, plus comparatif, plus architecte. Pas de promesse de génie en 3 jours, seulement des protocoles. Elle s'y essaie par curiosité. 15 minutes par jour, puis 20, puis davantage, parce que des effets apparaissent. Les réunions changent de texture. Elle voit des enchaînements que personne n'a articulés, elle anticipe des objections, elle simplifie sans trahir. Au bout de quelques mois, Lina n'a pas un QI de plus, elle a un cerveau mieux utilisé. Et cela suffit pour déplacer sa trajectoire. La première pratique qui change la donne pourrait se dire ainsi. Penser en simulation. Non pas penser avec des mots, à la philandienne, mais rendre les idées visibles et mobiles. Fermer les yeux et voir l'idée s'animer comme une maquette. Un concept devient une scène, des acteurs, des contraintes, des forces qui tirent dans des sens opposés. Une ligne de temps devient un travelling, un système devient une ville que l'on parcourt. Lorsque l'on étudie un moment d'histoire, ce ne sont pas des dates qu'il faut mâcher, mais une bataille qu'il faut traverser, poussière, topographie, décision prise trop tôt ou trop tard. Lorsque l'on conçoit un projet, il s'agit de se promener à l'intérieur du produit fini,
d'entendre ce que l'utilisateur dirait et où il trébucherait. Les mots reviennent d'après, ils nomment ce que les images ont déjà ordonné. Cette inversion paraît infime. Elle bouleverse tout. Parce qu'un cerveau adore les images en mouvement, il retient mieux, il infère mieux, il corrige mieux. Deuxième pratique, amplifier la cognition en plaçant volontairement des idées contraires en tension. La plupart des esprits cherchent l'accord, le confort d'une thèse unique. Un esprit entraîné organise la dispute. Sur un sujet délicat, il va chercher 3 positions incompatibles, puis il les fait dialoguer jusqu'à ce qu'un schéma plus riche émerge. Ce frottement coûte de l'énergie. Précisément, c'est ce coût qui construit des ponts neuronaux nouveaux. Expliquer ensuite, à voix haute, la carte qui s'est dessinée oblige à hiérarchiser, à clarifier, à vérifier où l'on triche. Après quelques semaines, on surprend son propre esprit à comparer spontanément au lieu de répéter. Troisième pratique. Poser des questions impossibles. Non pour le plaisir du paradoxe, mais pour agrandir le champ. L'esprit, confronté à une question trop grande, cherche des leviers, invente des détourages, propose des hypothèses qu'il n'aurait pas fabriquées pour une question banale. À ressources illimitées, que ferait-on ? Force à isoler ce qui est vraiment limitant. Comment expliquer cela à un enfant de 5 ans ? Force à dégager l'essentiel, ce qui est redoutablement difficile. Quelles conditions faudrait-il renverser pour rendre le problème trivial ? Change l'orientation même du regard. On ne reçoit pas immédiatement une réponse, on sème une graine d'enquête. Quatrième pratique, la surmultiplication mentale. Pendant un temps court et délimité, on nourrit l'esprit d'une densité d'informations supérieure à l'habitude, puis on le force à restituer, tout de suite, sous forme d'un schéma ou d'un récit. Le but n'est pas de tout absorber, mais de forcer des regroupements. Après 10 ou 15 minutes d'absorption, 1 minute de production. On répète. Le cerveau comprend le jeu, il se met à compresser, à jeter les scories, à repérer des motifs. Cette gymnastique, menée 1 fois par semaine, suffit à faire sentir une différence nette dans la vitesse de compréhension. Il manque une pièce sans laquelle tout cela reste un joli discours, la discipline. Machiavel aurait rappelé que la vertu politique est moins morale qu'opérationnelle, une constance dans l'action qui augmente la puissance d'agir. Transposé à l'esprit, cela signifie une régularité simple et ferme. Le matin, 10 minutes de simulation sur un problème précis, toujours au même endroit, toujours sans interruption. En journée, un court exercice de tension d'idées en choisissant un sujet qui touche vraiment. Le soir, une question impossible posée noir sur blanc, puis l'on va dormir pour laisser l'atelier nocturne travailler. Chaque semaine, une session de surmultiplication. 30 jours suffisent pour constater que l'attention tient plus longtemps, que la mémoire se détend moins vite, que la clarté augmente. 30 jours ne font pas un génie, mais un cap se franchit et il est visible. Il serait mensonger d'omettre le coup. Un esprit qui voit plus devient moins tolérant au bavardage gratuit, plus allergique au raisonnement paresseux, moins compatible avec certaines routines sociales. Il y a au début un risque d'arrogance et d'isolement. La parade n'est pas de s'amoindrir, elle consiste à lier puissance et humanité. Traduire ses idées dans la langue de l'autre. Chercher des pairs qui aiment la rigueur sans mépriser le monde. Se rappeler que l'intelligence n'est pas un trophée individuel, mais un outil pour fabriquer du réel utile. Un architecte ne possède pas la cathédrale. Il rend possible ce que d'autres habiteront. C'est ici que la référence à Machiavel devient plus fine. On lui colle parfois l'étiquette du cynisme, la fin justifie les moyens. Ce qu'il insiste à dire, c'est surtout la primauté de l'efficacité appliquée à une fin explicitée. Si la fin est basse, la puissance la rendra dangereuse. Si la fin est haute, la puissance la rendra concrète. Il ne s'agit donc pas seulement de devenir plus aigu, il s'agit de savoir pourquoi. À quelle cause attacher cette lame ? Construire, réparer, éclairer, protéger. 4 verbes qui valent chacun une vie bien employée. Revenons à Lina une dernière fois, non pour faire croire à un miracle, mais pour tirer une morale. Ces premières semaines ont été médiocres, pleines d'hésitation. La simulation mentale ressemblait à un théâtre d'ombre. Les idées contraires l'agaçaient. Les questions impossibles la mettaient de mauvaise humeur. Puis un soir, en relisant ses notes, elle a observé une chose discrète.
Les problèmes sur lesquels elle butait auparavant se réduisaient, non parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'elle avait appris à en changer la forme, comme on fait pivoter un objet pour apercevoir une prise. Sa carrière a suivi, lentement, les mêmes lois. Rien d'instantané, beaucoup d'irréversible. Alors, que faire demain matin ? Le protocole le plus simple est souvent le meilleur. Choisir un sujet réel, pas un exercice abstrait, et fermer les yeux 10 minutes pour en dérouler la simulation. Où cela se passe-t-il ? Qui agit ? Qu'est-ce qui résiste ? Quelles sont les étapes invisibles ? Ouvrir les yeux, noter les 2 ou 3 leviers apparus. Dans la journée, prendre 20 minutes pour faire dialoguer des sources opposées et, à voix haute, restituer ce que l'on comprend. Le soir, écrire une question impossible liée au même sujet, puis dormir. Le week-end venu, pratiquer la surmultiplication. 15 minutes d'absorption dense, 1 minute d'extraction. 3 cycles. Tenir ce rythme 30 jours. La progression n'est pas spectaculaire à chaque instant. Elle l'est à l'échelle du mois. Certains demanderont « et ensuite ?» Ensuite, la méthode cesse d'être une méthode pour devenir une hygiène. On n'applique plus, on habite. Les problèmes se présentent, l'esprit met en scène, compare, tensionne, compresse, tranche. Les jours difficiles arrivent, la discipline maintient la lumière. Les succès apparaissent, l'éthique garde le cap. Et l'on comprend avec plus de chair cette phrase souvent mal comprise. La vraie liberté n'est pas de faire n'importe quoi, c'est de pouvoir se gouverner. Machiavel aurait reconnu là une forme de souveraineté, non sur les autres, mais d'abord sur soi. N'avez-vous jamais remarqué qu'une ville, vue du ciel, dessine des motifs qu'on ne voit pas depuis la rue ? La pensée travaillée produit cet effet d'altitude. Les ruelles cessent d'être des impasses, elles deviennent des chemins parmi d'autres. Les carrefours cessent d'être des pièges, ils deviennent des choix. On ne devient pas un génie comme on endosse un manteau. On construit un point de vue qui, peu à peu, rend les décisions plus nettes, les actions plus justes, les résultats plus cohérents. C'est moins spectaculaire que les légendes et bien plus puissant. La décision, au fond, est modeste. Accepter d'apprendre à penser. Pas à penser plus, mais à penser mieux. À entraîner l'esprit comme on entraînerait un corps pour une traversée au long cours. Personne ne peut promettre la mer toujours calme. La méthode garantit seulement un navire solide, des cartes lisibles et un capitaine éveillé. Cela suffit pour atteindre des rives qu'on croyait réservées à d'autres. Ce soir, avant de dormir, il serait utile d'essayer. Fermer les yeux et faire vivre en images le prochain obstacle réel. Demain, faire se confronter 2 thèses, puis les expliquer à voix haute. Écrire, le soir, la question impossible du jour. Et le week-end, pousser la machine en surmultiplication. Dans 30 jours, il faudra relire la première page, mesurer sans indulgence ni sévérité et continuer. Si le courage se dérobe, se rappeler l'avertissement discret. Un esprit qui s'éveille voit plus. Voir plus signifie aussi voir les failles, les mensonges, les limites. Qu'en faire ? Les réparer quand c'est possible, s'en protéger quand il le faut, et surtout, ne pas renoncer à comprendre. La plupart des vies changent non par un éclair, mais par une suite de gestes précis répétés au bon endroit. Voici ces gestes. Ils ne sont pas secrets, ils sont simplement exigeants. À qui se demande si cela vaut la peine, une dernière parole machiavélienne. La puissance n'a de sens que si elle sert une fin claire. Choisir la fin, la déclarer, puis se donner les moyens de l'atteindre. Tout le reste n'est que bruit. Alors, il est temps. L'esprit n'a pas besoin d'une permission pour s'agrandir. Il a besoin d'un protocole et d'une cause. Le protocole est connu. La cause, chacun la nommera. Que l'on veuille bâtir, aider, créer, transmettre ou protéger, l'exigence est la même. Apprendre à penser avec les yeux ouverts. Lorsque cela est fait, on n'a pas seulement plus d'idées, on a plus de monde dans une idée. Et c'est ainsi que les trajectoires basculent sobrement, durablement, de l'autre côté de la vitre.